Parfois, on voit des images de lacs ou de littoraux dont l'eau se transforme en une sorte de soupe verte, très épaisse. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce mystère environnemental pour vraiment comprendre ce qui se cache sous la surface. Bon, allons-y. Cette image, elle est quand même saisissante, non? On ne parle pas là d'une petite mare, mais d'un port entier qui a viré au vert presque fluo. C'est à la fois étrange, on pourrait presque dire beau, mais c'est surtout le symptôme flagrant d'un profond déséquilibre. Voilà la question qui va être notre fil rouge. Comment est-ce possible que des eaux claires puissent changer de couleur aussi radicalement? C'est tout l'objet de notre analyse. Alors, pour commencer, on va s'intéresser au phénomène de manière très visuelle, à cette manifestation assez spectaculaire qu'on appelle la marée verte. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est que ce n'est pas du tout un phénomène local ou isolé, c'est un problème environnemental à l'échelle de la planète. Que ce soit dans les grands lacs américains où on a vu des proliférations immenses, ou en Europe dans la mer Baltique, ou même sur les côtes chinoises, eh bien cette marée verte, elle, ne connaît pas les frontières. Mais attention, cette couleur verte, ce n'est que le symptôme. Pour bien comprendre le fond du problème, il faut regarder ce qui se passe à l'échelle de l'écosystème. Et en fait, c'est une véritable overdose. Et voilà le mot scientifique qui se cache derrière tout ça, l'eutrophisation. C'est un mot qui peut paraître un peu compliqué, mais en fait l'idée est assez simple. Imaginez qu'on déverse une quantité beaucoup trop importante d'engrais dans un milieu aquatique. Le résultat? Une explosion de vie végétale, oui, mais une explosion complètement hors de contrôle. Alors concrètement, comment ça se passe? Tout part d'un afflux énorme de nutriments. Ces nutriments, ils agissent comme un super carburant pour les algues. Du coup, elles se multiplient à une vitesse folle. C'est ce qu'on appelle une efflorescence algale ou un bloom. Mais bon, tout ce qui vit finit par mourir. Ces milliards d'algues meurent et coulent au fond de l'eau. Et là, des bactéries entrent en jeu pour les décomposer. Le problème, c'est que pour faire ce travail, elles consomment absolument tout l'oxygène disponible. Le résultat final, c'est une zone morte, un endroit où la plupart des poissons, des crustacés, ne peuvent tout simplement plus respirer. Et voilà les responsables, vus au microscope. Ce ne sont pas de grandes plantes aquatiques, non, ce sont des organismes minuscules, comme ces cyanobactéries. Une seule est totalement invisible à l'œil nu, mais quand elles sont des milliards et des milliards, eh bien elles sont capables de colorer des kilomètres carrés d'eau. Ok, maintenant qu'on a vu le mécanisme, l'enquête continue. D'où vient cette surcharge de nutriments? Comment tout ça arrive dans l'eau? On a deux suspects principaux, l'azote et le phosphore. Pour faire simple, ce sont les ingrédients de base de la plupart des engrais. En général, on considère que l'azote est le principal coupable en mer, alors que c'est plutôt le phosphore dans les eaux douces comme les lacs. Quand ils arrivent en trop grande quantité, ils cassent complètement l'équilibre naturel. Bon, et comment ces nutriments se retrouvent dans nos rivières et nos océans? Eh bien, les sources sont multiples, et elles sont quasiment toutes liées à nos activités. La première, c'est bien sûr le ruissellement des champs agricoles sur lesquels on a épandu des engrais. Mais il y a aussi nos eaux usées, celles qui sortent de nos maisons et de nos usines, et même le simple ruissellement de l'eau de pluie dans nos villes. Cette image, elle illustre ce lien de façon parfaite. On voit ces algues vertes échouées sur la plage et juste derrière des champs agricoles. C'est la preuve visuelle que ce qu'on fait sur la terre ferme a un impact direct et inévitable sur la santé de l'eau. Maintenant qu'on a vu la cause, voyons les conséquences. Parce qu'une fois que l'écosystème a basculé, ça déclenche un véritable effet domino. On pourrait se dire, en voyant cette couleur, « Tiens, c'est plein de vie !» Mais c'est une illusion. En réalité, c'est tout l'inverse. Pour ces canards, comme pour toute la faune qui dépend de ce milieu, c'est un environnement qui est en grande souffrance. C'est un vrai signal d'alarme. Voilà, c'est ça le point le plus important à retenir. Le vrai problème, ce n'est pas tant la couleur verte. Le problème, la conséquence la plus grave de l'eutrophisation, c'est que les niveaux d'oxygène s'effondrent. Le milieu aquatique s'asphyxie, littéralement. Et à partir de là, les dominos tombent les uns après les autres. La biodiversité d'abord. Elle s'écroule, les poissons meurent, les autres organismes aussi. Ensuite, la santé. Certaines de ces algues sont toxiques, ce qui représente un danger pour les animaux et pour les humains. Et puis l'économie. Des secteurs comme la pêche ou le tourisme peuvent être complètement paralysés. Bref, c'est tout un système qui est mis à mal. En conclusion, on se rend compte que l'eutrophisation, ce n'est pas juste un problème écologique, c'est un enjeu de société bien plus profond et bien plus complexe. D'ailleurs, cette citation, qui est tirée du rapport à l'origine de cette analyse, le résume parfaitement. C'est devenu une question socialement vive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la solution n'est pas que scientifique ou technique. Elle est aussi sociale, économique et politique. Finalement, tout ça nous ramène à nous-mêmes. Ce problème est directement branché sur nos choix de société, notre modèle d'agriculture intensive, la façon dont on conçoit nos villes, comment on gère nos déchets,
Pour vraiment changer la donne, il faudrait repenser ces systèmes à la racine. Et tout ça, ça nous laisse avec une question absolument fondamentale et qui n'a pas de réponse simple. C'est peut-être même un des plus grands dilemmes de notre époque. Comment fait-on pour nourrir une population mondiale qui ne cesse de grandir, sans pour autant détruire les systèmes naturels qui nous permettent de vivre? C'est sur cette réflexion essentielle que s'achève notre décryptage.